Hello, hello! Bienvenue dans la 5e saison de Famille et Voyage, le podcast. 5e saison! Bah dites donc, c'est que ça commence à en faire des épisodes! Je suis Stéphanie, maman de 2 nados et complètement accro au voyage. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous! Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux 4 coins de la planète. Dans ce podcast, on va parler itinéraire à pied, à vélo, en voiture, en camping-car, vacances tout près et très loin, tour du monde, expatriation. Les parents voyageurs vous raconteront leurs activités avec leurs enfants, les bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin, et aussi leurs galères. Je vous proposerai également des reportages entre récits, témoignages et interviews. Le programme vous convient? Alors n'oubliez pas, un partage ou un petit mot doux sur Apple Podcast, ça aide le podcast à être découvert par d'autres parents en quête d'inspiration. Allez hop, nouvelle conversation. Adeline est photographe et vidéaste, adore voyager, faire des blagues toutes nulles et boire des mojitos. Et si elle peut faire les 3 à la fois, bah c'est encore mieux. Ça, c'est sa présentation sur son site On met les voiles. C'est assez juste, mais un peu réducteur. Donc Adeline est certes photographe et vidéaste, mais surtout de grands talents. Tout est sublimé dans son objectif et ses dernières vidéos à la Wes Anderson sont des petits bijoux. Est-ce que je suis fan? Totalement. Dans la team On met les voiles, il y a aussi Tony, son mari, et Charlie, leur bout de chou aux boucles blondes. Tous les 3 voyagent et partagent leurs aventures aussi bien en France qu'au bout du monde. Pour cet épisode, Adeline nous emmène au Japon, où ils ont passé 2 semaines en famille entre les sites incontournables de Tokyo, Kyoto et Nara, et des lieux méconnus comme Asuka, entre temples et nature, entre ville et campagne. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage d'Adeline au Japon. Hello Adeline! Bonjour! Comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup, et toi? Bah écoute, plutôt bien, ma foi. Où est-ce que tu te trouves? Là, je suis chez moi. Ah, c'est bien, c'est assez rare ces derniers temps. Oui, c'est vrai qu'on bouge pas mal, mais là, on est en plein été et ça fait quand même du bien de se poser un petit peu à la maison. Même si on adore voyager, moi j'adore voyager, mais alors j'adore aussi rentrer chez moi. Et puis, ta maison est tellement belle que je pense que c'est encore plus appréciable. Merci, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'efforts, donc là, on en profite un peu. Bah oui, et vous avez bien raison. Avant de partir au Japon, est-ce que tu peux nous présenter la voyageuse que tu es? Alors, moi, c'est Adeline. J'ai 34 ans, je suis photographe et créatrice de contenu pour le compte Instagram On met les voiles et notre blog. Je fais ça donc avec mon conjoint Tony, qui est aussi le papa du petit Charlie avec qui nous voyageons en famille. Et vous êtes plutôt des voyageurs routes ou confort ou un peu des deux, ça dépend des destinations? Je dirais un peu des deux. On n'est pas totalement route dans le sens où on part pas avec une tente et un sac à dos, ça c'est sûr. Après, on aime beaucoup les voyages en van, par exemple, mais c'est vrai qu'on choisit des vannes plutôt tout confort, Bah c'est bien. c'est ça. Mais par contre, on aime beaucoup voyager en van, mais on aime aussi beaucoup parfois se poser dans de beaux hôtels pour lézarder une nuit ou deux. Donc, je dirais un peu des deux. Voilà, en fonction des moments. C'est Et ça, des endroits. exactement. Voilà, il y a des endroits qui s'y prêtent quand même vraiment particulièrement. Donc, je pense que parfois, c'est bien aussi de profiter plus simplement et Tout tout à fait. confort. Allez, on part au Japon. Vous y êtes allé quand? Alors, on est allé au Japon en mai 2023, donc de cette année au printemps. Et vous y êtes resté combien de temps? On est resté 2 semaines. Quel âge avait Charlie à ce moment-là? Charlie avait 1 an et demi, 20 mois plus précisément. Ok, donc c'était le Japon avec un bébé de 20 mois, c'est une aventure quand même. Ouais, après, c'est vrai que nous, on a vraiment l'habitude de voyager avec lui depuis le début. Il a fait son premier voyage à 2 mois et demi en Polynésie. Donc, Ah j'ai oui, envie de dire qu'après ça, on est vacciné. tout est possible. C'est ça, exactement. Donc, pour le coup, le Japon, ça nous faisait pas spécialement peur. On avait quand même entendu que les Japonais étaient très kids-friendly. Et effectivement, c'est le cas. Donc, on n'était pas plus inquiets que ça. Pourquoi vous avez choisi cette destination? Alors, on réfléchissait, c'est un voyage qu'on a monté en partenariat avec l'agence de voyage Marco Vasco. Il nous avait parlé de plusieurs destinations et on s'est fixé sur le Japon parce que c'était un coin d'Asie qu'on n'avait jamais fait.
Et c'est vrai qu'en ce moment, on a quand même beaucoup de familles qui nous demandent des destinations. Disons qu'on a une communauté qui, je pense, a le même âge que moi et qui, du coup, commence à avoir des enfants, des familles, tout ça. Et on a souvent la question de où partir en voyage avec un enfant. Et on se disait que ce serait un pays sympa à faire découvrir et qui soit vraiment sécure et rassurant pour des nouveaux parents. Donc, c'est un petit peu ça. On réfléchit toujours aux voyages qu'on peut faire qui peuvent quand même intéresser la communauté. Et nous, de notre côté, on connaissait pas du tout ce pays. On en avait entendu vraiment beaucoup de bien. C'est vrai qu'on avait quand même pas mal voyagé en Asie, mais le Japon, c'est vraiment À part. très, très spécifique comme pays, c'est ça. Je veux dire, on va au Japon et ne serait-ce qu'en Chine, ils sont à côté et ça n'a rien à voir. Donc voilà, ça faisait beaucoup de raisons de se lancer pour découvrir le Japon. Est-ce que tu avais quand même des envies particulières ou des choses spécifiques par rapport à Charlie pour monter votre itinéraire? Par expérience, on essaye de pas changer d'hôtel tous les jours parce qu'on sait à quel point c'est casse-pied déjà de refaire toutes les valises. Quand on est en couple, c'est quelque chose. Quand il y a un enfant au milieu, c'est plus possible. Ah, c'est plus les mêmes valises. C'est ça, exactement. Donc, dans les demandes qu'on avait, c'était ça. C'était rester plusieurs jours dans chaque hôtel, ne pas avoir trop de rendez-vous fixes parce qu'on sait que les horaires avec un enfant, c'est dur à respecter. Et on voulait absolument aller à Nara, la ville qui est remplie de petits daims. Ah oui. Parce que ça, on se disait quand même à faire avec un enfant, c'était assez magique et on ne regrette absolument pas parce que c'était absolument magique. Avant de rentrer dans le détail de chacune des villes ou des endroits où vous êtes allés, est-ce que tu peux nous donner l'itinéraire de façon globale avec peut-être les petits points importants de chacun de ces endroits? Oui, alors pour notre arrivée, donc on est arrivé directement à Tokyo, où on a passé 5 jours et c'était vraiment pas de trop parce que c'est une ville où il y a énormément de choses à faire. C'est vrai qu'on a eu la question de pourquoi vous restez autant, parce qu'on peut pas passer 2 jours à Tokyo, ce serait comme visiter Paris en 2 jours, ça n'a pas de sens en fait pour des étrangers, donc c'est un petit peu ça. On a passé 5 jours à Tokyo, ensuite on est allé à Hakone, qui est une ville à l'ouest de Tokyo, qui est plutôt connue parce qu'il y a un très grand lac et on a une vue sur le mont Fuji, qu'on ne voit pas à chaque fois parce qu'il y a souvent de la brume, mais on a eu la chance de le voir. Ensuite, on est parti vers Kyoto, qui est une ville beaucoup plus ancienne que Tokyo, qui est vraiment la modernité totale. Là, c'est un petit peu plus ancien. On a rayonné autour à Asuka, qui est une ville un peu plus de campagne, à Nara, la ville où il y a les biches, les daims. Et on est retourné à Kyoto et on est reparti de là-bas. Waouh! On imagine déjà que c'était bien dense comme programme quand même, parce qu'il y avait tellement de choses à découvrir. Et oui, en fait, c'est dense. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais visiter le Japon en 2 semaines, enfin, bah, on fait vraiment, vraiment, vraiment pas tout. Et effectivement, maintenant que je l'ai fait, je me dis, ah, une petite troisième semaine, ça aurait Ça aurait été été pas mal. bien. Mais on se dit ça partout en même temps. Oui, bah oui, évidemment. Alors, quand vous arrivez au Japon, donc à Tokyo, c'est quoi les premières impressions quand vous êtes dans la ville? Parce que c'est tellement différent de ce qu'on peut connaître. Vous ressentez quoi? C'est très, très contrasté comme ville. Déjà, on a eu la chance quand on est arrivé, vu qu'on était accompagné par une agence, on a eu un guide qui est arrivé et qui nous a tout donné. Et c'est un pays où ça aide quand même. C'est-à-dire qu'il nous a donné nos tickets de métro, nos cartes de transport, notre pocket Wi-Fi pour avoir Internet tout le temps, tous nos tickets pour toutes les activités. Il nous a tout réexpliqué. Donc ça, déjà, je trouve que c'est très pratique dans un pays qui est aussi des paysans. Mhm. Ensuite, donc, on a eu une navette qui nous a déposés à l'hôtel. Après, on a tout fait en transport en commun. On a juste eu la navette pour arriver à l'hôtel et la navette pour repartir le dernier jour. Mais franchement, c'est hyper pratique. Après un vol aussi long avec un enfant, Mais oui. c'est pratique. Et arrivé là-bas, je dirais que c'est vraiment. On était dans le quartier de. Mince, je sais plus le nom en tête. Asukasa. Alors, j'ai un problème avec les noms en japonais, j'avoue que Oui, tu franchement, m'étonnes. faut- je ne dors pas assez pour retenir ça. Donc, je crois que c'est ça, mais c'est à vérifier. Donc, c'est un quartier où il y a un temple assez ancien et en même temps, c'est marrant parce que c'est un quartier très moderne. Et moi, ce que j'ai trouvé marrant, c'est vraiment ça, c'est tous ces contrastes, c'est la modernité. Il y a énormément de monde et en même temps, c'est très, très calme. Le Japon, c'est vraiment... On entend partout que les Japonais sont extrêmement respectueux, polis, tout Mhm. ça. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à s'imaginer tant qu'on n'y est pas. Ouais. C'est presque, ça fait un choc de voir à quel point tout le monde est respectueux. Nous, avec un enfant, on le voyait, c'était...
Par exemple, nous, quand on rentrait dans le métro avec la poussette, bah, tout le monde se levait pour qu'on puisse s'asseoir. C'est presque comme s'il y avait un petit défi de le plus poli, c'est celui qui se lève en premier, quoi. C'est Oui, t'as pas ça en France, non? Non, quand on arrive dans le métro à Paris, c'est pas pareil. D'ailleurs, on se dit, oh là, les pauvres Japonais, quand ils arrivent à Paris, ils doivent se prendre une claque. Ça doit être Mais oui. un choc dans l'autre sens pour eux. Donc non, c'est vrai que quand on arrive, on se dit, c'est... En fait, on sent directement que ça va vraiment bien se passer. Et ça, c'est assez agréable comme Ah sentiment. oui. C'est assez étonnant, étant donné justement le choc des cultures. Ouais. Mais tant mieux, c'est dans le bon sens. Oui, c'est ça. Alors, c'est sûr qu'on se sent dépaysé parce que, par exemple, le premier repas, on s'est arrêté manger quelque part. La carte, elle était en japonais. Il y avait des petites traductions en anglais. Les traductions étaient pas nickel. Entre leur traduction et notre traduction à nous derrière, par exemple, concrètement, on n'a aucune idée de ce qu'on mange. Ah, Voilà. l'angoisse. Mais c'est pas très grave. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fait partie du voyage. Et donc, c'est marrant. Il y a des choses comme ça où on sent que on va être un petit peu secoué. Bah oui, mais alors tu vois, moi par exemple, je te dis c'est une angoisse pour moi, non pas parce que j'ai pas envie de goûter à tout, mais comme je suis végétarienne, j'ai quand même besoin de savoir s'il y a de la viande ou du poisson, quoi. Si, Oui, mais alors ça, pour le coup, ça, on peut quand même le demander parce qu'il y a des choses qu'ils comprennent. Les Japonais parlent vraiment pas très bien anglais, oui. mais c'était pareil pour nous. Tony ne mange absolument pas de poisson et on a quand même tendance à manger très souvent végétarien. Et du coup, on demandait vraiment no fish, pour être sûr. Il y a quand même quelques mots qu'ils comprennent. Et sinon, on utilisait Google Translate pour essayer de traduire les cartes. Donc, on peut s'en sortir sur ce genre de choses. Après, ça peut nous dire à quoi est le plat. Donc voilà, et ça va nous traduire qu'en gros, c'est un mélange de légumes, mais va pas non plus demander ce qu'il y a comme légumes dedans, quoi. Faut pas exagérer non plus, quoi. C'est ça. Bon alors vous êtes à Tokyo, le décalage horaire avec Charlie, ça s'est passé comment? Alors ça s'est passé très mal, faut être Ah, honnête. On a vraiment un petit bébé qui a l'habitude de voyager et qui est très très cool en voyage, ça y a aucun souci. Il est très souriant, il est très avenant, il va vers tout le monde. Par contre, les décalages horaires, ça se passe vraiment toujours mal. Surtout dans ce sens-là, quand on va vers l'Est. Concrètement, il a été décalé pendant à peu près les 2 semaines. mince. Donc, c'est pas passé. On avait des réveils en gros de minuit à 4 heures. C'est assez violent. Donc, on a visité la ville de nuit. On a pu du coup se faire un avis et se rendre compte que Tokyo, entre minuit et 4 heures du matin, c'est extrêmement sécure. Mais vraiment, pour ceux qui veulent voyager avec un bébé, pour les femmes qui veulent voyager seules, je vous le dis, le Japon, c'est nickel, même de nuit. Tout va bien. C'est ça. Non, voilà, le décalage horaire, ça a été un peu compliqué. Au retour, ça s'est mieux passé parce que dans l'autre sens, c'est toujours plus facile. Mais voilà, je voudrais pas non plus effrayer les parents qui hésitent à partir avec des enfants en bas âge. Franchement, tous les parents autour de moi ont des enfants qui s'adaptent plus vite sur le décalage horaire. Voilà, nous, on sait que le nôtre, il est, C'est pas il son est truc. compliqué pour ça. Voilà. Bon alors rentrons dans le vif du sujet. Parle-nous de ces 5 jours à Tokyo. Vous avez fait quoi? Vous avez visité quoi? Vous avez aimé quoi? Alors, on a visité un petit peu tous les différents quartiers. On a fait tout ce qui est, on va dire, cliché pour un premier voyage, hein. Par exemple, le quartier de Shinjuku, qui est celui avec tous les néons absolument partout, qu'on voit souvent sur les photos, qui était assez marrant. On a fait le fameux carrefour de Shibuya, pareil, c'est ce qui est très connu, qu'on voit les passages piétons qui se croisent dans tous les sens et où tous les feux passent vert au même moment, donc tout le monde traverse en même temps. Ça fait vraiment un effet fourmilière, c'est assez marrant. On a fait tout ce qui est typiquement japonais, donc un peu leur quartier street food, leur quartier où ils ont toutes les machines où on attrape les jouets, ce genre de choses. Les quartiers un petit peu plus modernes. On est allé voir aussi certains édifices niveau architecture parce que j'adore ça. Donc voilà un peu tout ça. On est allé voir un combat de sumo qui était très typique pour le Génial. coup. Bah, ça, c'est marrant. C'était vraiment Tony qui voulait le faire parce qu'il adore le sport. Il était journaliste sportif avant. Et sur le coup, je me suis dit, bah allez, on le fait pour lui faire plaisir. Et en fait, vraiment, très sympa parce que là, on a vraiment l'impression de faire un plongeon dans leur culture. Il faut savoir qu'à des combats de sumo, il y a vraiment quasiment que des Japonais, hein. Ça n'intéresse pas beaucoup les étrangers. Et on a fait aussi le Team Labs qui est un petit peu connu. C'est quoi? Comment on pourrait appeler ça? Ils appellent ça un musée, mais je trouve que c'est un peu compliqué d'appeler ça un musée. C'est un peu une expérience visuelle, tactile. On se balade un peu dans des décors de lumière. Il y a de l'eau, il y a des odeurs, tout ça. Ah, sympa.
Et c'est vraiment très dur à expliquer. Vraiment, regardez les photos, tapez TeamLab Planète Tokyo, vous allez comprendre ce que c'est. Très Instagrammable parce que du coup, c'est très, très photogénique. Et ça, c'était très sympa. Quasiment personne ne le fait avec des enfants. Et pourtant, je vous le recommande parce qu'en fait, c'est très, très cool avec les tout petits ou les enfants parce que c'est vraiment expérientiel et eux, ils adorent en fait tout ce qui va Bah être oui. lumière, forme, tout ça, couleur. Donc, ça, c'était très sympa aussi. Et Charlie était à fond dans ce Team Lab Planète. Ah oui, oui, il était vraiment, vraiment à fond. Mais c'est marrant parce qu'en fait, on voit que des adultes, alors que concrètement, on dirait des jeux pour enfants qui ont été très travaillés au niveau visuel pour les rendre très esthétiques et dans lequel on met des adultes qui font des photos. Donc au final, je me souviens d'une salle où il y avait énormément de ballons qui faisaient à peu près, je dirais, 2 mètres de hauteur. Et du coup, mais ça, pour un enfant, c'est une piscine à balles géante, en fait. C'est assez incroyable. Et donc ça, avec les lumières qui changent tout le temps, ça passe de toutes les couleurs. Non, franchement, ça, c'était assez génial avec un petit. J'aurais pas pensé qu'il allait autant aimer et il a adoré. Mais en même temps, les Japonais sont des grands enfants. Mais totalement. On pensait à ça aussi parce que c'est vrai qu'ils ont des mascottes absolument partout. Ils adorent ça. Dans la rue, il y a souvent plein de statues bah, par exemple, leur Dragon Ball Z, des choses comme ça. Alors moi, je m'y connais pas trop en manga, donc je pourrais pas en citer d'autres. Mais il y en a plein. Et en fait, pour les enfants, mais c'est génial. Ils adorent ça. Donc non, c'était vraiment très, très sympa pour lui. Disons qu'on trouve vraiment facilement dans la ville des choses qui peuvent amuser les enfants. Je suis pas une spécialiste de manga non plus, mais t'as quand même forcément croisé un Pokémon. Oui, tout à Ah fait. Bah, bah déjà, oui, dans, la dans les base. boutiques, il y en a plein. On a toutes les peluches partout. Ils adorent les peluches. Je pensais même ce qu'on prend à manger. Alors, je suis pas fan de ce genre de choses, mais ils font des barbes à papa de toutes les couleurs immenses. Vraiment, tout est un peu extravagant. Donc, pour les enfants, c'est très marrant, en fait. Bah oui, forcément. Donc ces 5 jours à Tokyo, vous les avez faits par vous-même, vous saviez où vous deviez aller, vous aviez votre programme, mais vous l'avez organisé comme vous voulez. Oui, c'est ça. On avait vraiment fait la liste de ce qu'on voulait faire et on était autonome sur tout. On avait juste pris le rendez-vous pour le Team Lab parce que ça se réserve. On avait le rendez-vous pour les sumos parce que pareil, c'était une compétition, donc on ne peut pas l'improviser. Et après, on a tout fait par nous-mêmes, mais c'est vraiment nous ce qu'on aime. Ce qu'on aime faire, c'est que en plus, bah, c'est tout bête, mais avec le jet lag qui était assez violent, bah, du coup, parfois, si Charlie dormait le matin, on en profitait pour dormir jusqu'à 9-10 heures, hein. Quand on Bah dort pas oui. entre minuit et 4 heures, on apprécie. Donc, moi, c'est vraiment la façon de voyager que j'aime et c'est franchement ce que je recommande à ceux qui ont des enfants en bas âge, c'est de se laisser la liberté de faire ce qu'on veut dans la journée. Si on est trop fatigué de rentrer à l'hôtel, si c'est tout bête, mais Charlie dort en poussette pour la sieste, donc généralement on en profite pour se poser, pour manger. On peut passer 2-3 heures au même endroit. On aime vraiment garder cette liberté. Votre hôtel, il était central, vous étiez dans un endroit vraiment agréable. Oui, on était dans le quartier d'Asakusa, qui est un quartier très sympa. Alors, je dirais pas qu'il est au centre de Tokyo parce que franchement, Tokyo, c'est immense. Moi, c'est un des trucs qui m'a presque angoissée là-bas. C'est qu'on est monté dans la tour la plus haute de Tokyo pour regarder, pour admirer la ville. Et il y a vraiment des bâtiments à perte de vue. À perte de vue. On se rend pas compte tant qu'on n'y est pas, en fait, tant qu'on le voit pas. Donc, disons qu'on était à un endroit très pratique pour nous parce qu'il y avait plein de choses autour. Et en même temps, pour aller d'un point à un autre, on peut facilement mettre 3/4 d'heure, 1 heure de métro. Ah oui, c'est long. Ouais, c'est quand même à prendre en compte. C'est une très, très grande ville. Ok. Oui, alors après, on essayait de prévoir toutes les choses qu'on voulait faire dans le même quartier. Donc, c'est vrai qu'on pouvait se faire 3/4 d'heure de métro le matin, on marchait 3/4 d'heure de métro le soir. Après, c'est juste qu'il faut s'organiser pour pas partir dans tous les sens toute la journée parce que ce serait bête. Mais après, le métro, franchement, là-bas, c'est très agréable. Comme je disais, les gens sont hyper respectueux. C'est très, très propre. D'ailleurs, pour l'anecdote, on a un peu été regardés comme des gens sales. On s'en est rendu Ah, compte au bout de quelques jours parce qu'en fait, eux, ils ne mangent pas dans le métro. Et nous, on a tendance à donner un peu des biscuits à Charlie ou ce genre de truc, et c'est très, très mal vu. Et on s'en est rendu compte au bout de quelques jours. Donc, c'est vrai que ce qui peut paraître vraiment anodin pour nous ne l'est pas pour eux. Donc voilà, ne mangez pas dans le métro au Japon si vous voulez pas qu'on vous regarde mal. Et donc votre hébergement, c'était un hôtel. Oui, à Tokyo, c'était un hôtel très bien placé. Après, la chambre était pas très grande, mais il faut savoir que vraiment, au Japon, dans les grandes villes comme Tokyo ou Kyoto, il n'y a absolument pas de grande chambre. Tout est petit, c'est-à-dire qu'on a une chambre qui devait faire, je pense, 14 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment grand pour le Japon. Ils cherchent de la place.
Ouais, c'est ça. C'est vrai que on en entend parler, mais il y a que là-bas qu'il y a les hôtels qui sont, comment on appelle ça, des lits qui se superposent, où ils ferment des espèces de cabines en Mm, fait. mm. Ouais, ouais. Voilà, que je recommanderais vraiment pas aux claustrophobes. Moi, c'est ma plus grande angoisse de dormir dans un truc pareil. Mais oui, ils économisent vraiment la place, donc les chambres ne sont pas grandes. Non, mais c'était suffisant pour vos 5 jours. Oui, c'est ça. Bon, alors après Tokyo, vous allez où? On part direction Hakone, donc on y va en transport en commun. On a absolument tout fait en train, voilà, C'est top, je ça. précise. On a eu les bagages qui ont été transférés à Kyoto, comme ça on avait juste un sac à dos pour la nuit à Hakone. C'est quelque chose qui est très courant là-bas d'envoyer les bagages, donc c'est très pratique. C'est l'agence qui nous avait prévu ça. Donc on est allé à Hakone avec donc ce fameux lac, il y a des temples, il y a une balade au bord du lac, on peut faire du bateau, ce genre de choses, avec une vue sur le mont Fuji qu'on a eu la chance de voir. Très Génial. très content. Et là, pour le coup, on était dans un hôtel très sympa. J'ai plus le nom en tête, mais il est sur le blog, où il y avait des onsen. Donc, c'est les fameux bains. Le top. Ouais, bah, le top, c'est vraiment le fait qu'on avait un onsen privé sur la terrasse de la chambre. Là, pour le coup, c'était une très grande chambre. Et bah, ça, pareil, c'est très pratique parce que les onsen, donc il faut savoir, pour le petit point culture, que ce sont des bains où on va nu au Japon. Voilà, donc ce n'est pas mixte, c'est les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Donc il faut être à l'aise avec la nudité. Et c'est vrai qu'avec un enfant, c'est peut-être pas. C'est quand même des lieux très calmes, donc c'est peut-être pas ce que je recommande le plus. Avec Donc les pour le bébés, oui. coup, oui, c'est ça, avec un bébé. Donc nous, on avait la chance d'avoir un bain sur. Vraiment, on avait une baignoire sur la terrasse, Génial. très très pratique. C'est des sources d'eau chaude en fait. Et donc c'était génial de pouvoir en profiter comme ça. Tony, il est allé tester les onsen de l'hôtel, donc où cette fois-ci c'est entre hommes et où c'est nu. C'était bien aussi de pouvoir le tester, mais moi j'avoue que j'ai profité de la terrasse. Mais c'était top pour lui de faire les deux. Et du coup, c'était quoi son ressenti? Il a trouvé ça comment? Lui, il a beaucoup aimé. En plus, il y est allé le soir, donc c'était très calme, il y avait quasiment personne. Et c'est vrai que là où on était, il y a plein, plein, plein de onsen différents, hein. Mais là où on était, c'était très beau. Donc c'était très soigné, c'était sur le toit de l'hôtel, on avait une vue sur la forêt. Donc, il y a le décor qui va avec, quoi. Et non, c'est quand même très agréable comme expérience. C'est quelque chose que je conseille si, soit si vous voulez le faire de façon privative, il y a certains hôtels qui le proposent, mais sinon, il y en a un petit peu partout au Japon. C'est quand même à essayer si vous êtes à l'aise avec la nudité. Je crois qu'il y a quand même une chose à savoir, c'est que les tatouages ne sont pas vus, enfin ne sont pas du tout bien vus au Japon, et que particulièrement dans les onsen, quand on en a, il faut pouvoir les cacher ou les recouvrir, et que si on a vraiment beaucoup de tatouages, ça devient quasiment impossible de rentrer dans la plupart d'entre eux. Ouais, si on a beaucoup de tatouages, ça peut être assez compliqué. Après, je l'avais dit à mes abonnés qu'on pouvait pas y aller avec des tatouages. Et il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient des tatouages, qu'ils avaient demandé dans des onsen s'ils pouvaient rentrer et qu'ils ont eu l'autorisation d'y aller. Ah, Dans la super. mesure où c'est des touristes, parce qu'en fait, ils aiment pas ça parce qu'ils trouvent que ça fait, comment Bah, ça c'est s'appelle? les yakuza. Voilà, ça, les yakuza. Je vous dis Mhm. les noms en japonais, mon cerveau n'a pas. Ça va, je connais. C'est des yakuza, donc pour eux, c'est très mal vu parce qu'ils assimilent ça à des gangs, en fait. Bien sûr. Et ils comprennent bien que quand c'est des touristes français qui ont un dauphin sur l'épaule, Oui, ça va. c'est pas la même chose. Donc, Ouais. donc voilà. Pour ceux qui ont des tatouages, rassurez-vous, c'est possible. Il faut demander à l'entrée. Il faut pas Oui, hésiter à voilà. montrer son tatouage, peut-être le recouvrir. Mais c'est vrai que c'est quand même mal vu. Ouais, il faut se renseigner en tout cas et pas arriver comme si de rien n'était. Non, c'est ça. Non, non. Tu disais que vous avez fait des balades. Est-ce que tu peux nous dire quel type de balade c'était? Oui, alors on a fait une balade le long du lac. C'était vraiment très sympa, petite balade. En fait, c'est bien parce qu'on voit le mont Fuji, on est le long du lac. Ils ont des allées avec de très grands arbres. Il me semble que c'est des vieux cèdres, des cèdres centenaires, quelque chose comme ça. Et on peut arriver jusqu'à un temple. Ils ont, comment ça s'appelle, oh là là, je retrouve plus ce nom. Une arche. Un torii, voilà. Oh là là. Ça fait 4 mois que je suis allée au Japon, on dirait que ça fait 10 ans. Ils ont un torii rouge, donc c'est les fameuses arches rouges, c'est ça que je voulais Ah dire, oui, très joli ça. qui est vraiment sur le lac, avec les pieds dans le lac, qui est très photogénique. Donc,
Donc voilà, on a fait la petite balade le long du lac, on a mangé une glace, vraiment les gros touristes. On a mangé une glace, on est allé à l'hôtel, mais disons que c'est vraiment très sympa. Et après 5 jours à Tokyo, ça fait du bien de se prendre une bouffée de nature un peu. Mais oui. Et là, dans cette journée-là, est-ce que vous aviez besoin de transport? Est-ce qu'il y avait un système particulier? On a pris le métro à Tokyo pour arriver jusqu'à la gare des trains. On a pris le train jusqu'à la ville qui est juste avant à Kone, j'ai plus le nom en tête. De là-bas, on a repris un petit train et on a pris un bus, donc c'est un peu une expédition. Après, c'est faisable. Disons que en France, ça pourrait sembler insurmontable. Au Japon, les transports en commun sont quand même vraiment très très bien organisés. Il n'y a aucun retard, tout est très bien indiqué, donc voilà, c'est faisable. Après, ça nous a pris du temps quand même. Je pense qu'on a mis 2 heures et demie, 3 heures à arriver le matin. Si c'était à refaire, je prendrais une journée de plus. Parce que là, c'est vrai qu'entre le temps de venir, la balade le long du lac, et on savait qu'on avait un bel hôtel, donc on voulait pas arriver trop tard. Du coup, on s'est un petit peu pressé. Sachant que la ville est sympa, voilà, les gens n'hésitent pas à prévoir 2 jours, c'est peut-être mieux qu'une journée. Et donc après, changement de décor, vous allez où? Direction Kyoto. Là, Alors, qu'est-ce qui pareil, se passe? en train, le voyage extrêmement sympa puisqu'on voyait le mont Fuji depuis le train. Ah, C'est trop quand même, bien. ouais, disons que en plus que ce soit pratique et propre, il faut dire qu'il y a un beau décor. Donc vraiment, les transports en commun au Japon, je recommande. Donc Mhm. voilà, jusqu'à Kyoto, ça a été un gros changement de décor. Moi, j'ai adoré, ça a été ma ville préférée au Japon. Disons que Tokyo, c'est impressionnant. Beaucoup de gratte-ciel, de grands immeubles, de très grands édifices architecturaux, de temples, tout ça. Kyoto, c'est beaucoup plus ancien. C'est quand même un peu plus à taille humaine, même si ça reste une très grande ville. Mais moi, c'est quand même ce que je préfère. Il y a vraiment des bâtiments anciens en bois. C'est beaucoup plus petit. On se balade et autour de nous, il y a des immeubles qui font 2, 3 étages. Moi, je trouve ça très rassurant. Quand ça fait 30 étages partout, je me sens un petit peu moins bien. On voit plus le ciel. Donc, non, j'ai vraiment beaucoup aimé Kyoto. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques détails de ce que vous avez vu et d'où vous êtes allé? Alors là, on a fait beaucoup de temples. On a fait le pavillon doré. Je n'ai pas le nom en japonais, mais qui est absolument incroyable. Je crois que c'est la visite qu'on a fait où il y avait le plus de monde, donc pas très agréable pour ça. Mais il faut avouer que c'est sublime. Ce serait comme un touriste qui vient à Paris et qui se plaint parce qu'il y a du monde à la Tour Eiffel. Oui, Oui, mais il faut dire que c'est normal. c'est incroyable quand même. Donc ça, on a fait le pavillon d'argent qui était très très beau aussi. Les jardins sont très très beaux. C'est tellement paisible. Et ce qui est fou d'ailleurs, c'est qu'il y a énormément de monde, mais ça reste assez silencieux. Est-ce qu'il y avait principalement des Japonais avec vous ou vous avez repéré d'autres types de touristes? Oui, c'est énormément de Japonais. C'est pour ça que c'est calme. Ouais, ah oui, 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 de toute façon, on voit la différence, hein. J'ai une anecdote à ce sujet. J'ai perdu mon portable dans le métro à Tokyo. Je l'ai oublié. Parce que Charlie râlait, la poussette, machin, fallait sortir. Je l'ai laissé, mais vraiment, je l'ai laissé poser. Donc là, un peu la panique et tout, surtout que dans ma coque de portable, j'avais mes 2 cartes bleues, mon permis de conduire et ma Ah bah carte bancaire. oui. Vraiment, j'ai tout perdu, vraiment. Et donc, j'ai un peu paniqué en sortant. J'ai croisé un Français qui m'a dit, oui, je suis désolée, j'ai entendu ce qui vous arrivait. Allez demander au poste de police ou dans le métro parce que ici, on retrouve toujours tout. Donc, je suis allée demander et effectivement, ils avaient retrouvé mon portable à une autre porte de métro parce que quelqu'un l'avait rapporté. Donc, je suis allée le chercher. Là où je voulais en venir, c'est que les Japonais sont extrêmement respectueux et ne sont pas voleurs. Et suite à ça, j'ai appris qu'il n'y avait quasiment pas de vol au Japon et que dans 98% des cas, quand il y a des vols, ce sont des étrangers. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas des C'est ça. Japonais. Ouais. C'est pas des Japonais. Mais c'est génial, enfin, le truc improbable ailleurs. Tu Ah perds oui, c'est ton clair. téléphone, déjà, même sans les cartes de crédit, tu le retrouves jamais, quoi. Ah oui, puis alors, je précise qu'évidemment, je l'ai retrouvé avec les cartes de crédit, hein. Ah bah oui, je m'en doute. Soulagement. Oui, c'est ça. Donc non, il y a beau avoir du monde, c'est beaucoup de touristes japonais, ça reste très calme. C'est quoi l'atmosphère dans les temples? Alors c'est marrant parce que à l'intérieur des temples, quand on peut rentrer, il y a quelque chose où on sent que c'est assez ritualisé et quelque chose de très respectueux. Après, je m'y connais pas assez dans la culture pour savoir ce qu'ils font exactement, mais on voit des petits signes qui sont faits, ce genre de choses. Alors qu'à l'extérieur, c'est vraiment très photo. C'est très selfie, Ah très on veut oui. sa photo souvenir. À l'extérieur, au final, les touristes japonais sont des touristes comme les autres.
Ça a beau être des temples, ils font des photos comme tout le monde. Alors qu'à l'intérieur, c'est un petit peu plus ritualisé, ouais. Ok. Je peux te rajouter quelque chose sur ce qui était marrant dans les temples, c'est qu'il y a énormément de Japonais qui viennent faire des photos en costume traditionnel. C'est chouette ça. Donc, je ne sais pas si c'est des photos de mariage, parce que parfois on voit que c'est des couples, mais parfois on voit plusieurs filles qui viennent ensemble, plusieurs hommes qui viennent ensemble. Et donc, souvent, à l'entrée des temples, il y a des boutiques, enfin, à l'entrée, disons que devant les temples, il y a des boutiques où on peut louer des costumes. Puis alors, vraiment, le costume en entier, ils font la coiffure, le maquillage, les chaussures, tout, pour faire ces photos en costume traditionnel dans les temples. C'est quelque chose qui est très, très courant là-bas. Et c'est assez amusant à voir. En plus, ça rend vraiment la chose très, très photogénique, hein. Ah bah oui, pour vous aussi, c'était cool. Ah oui, c'est ça, les costumes sont magnifiques. Mais c'est pareil, c'est vrai que pour nous, c'est marrant parce qu'en France, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. On va pas aller faire notre photo devant la Tour Eiffel avec un béret et une baguette de pain. Et là, c'est un peu la sensation que ça donnait vu de l'extérieur. Je trouvais ça vraiment très, très joli. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre à Kyoto? On a fait le plus grand temple, dont je ne me souviens toujours pas le nom en japonais, où il y a énormément de torii. Il est très très connu parce qu'il y a ces photos avec les torii à perte de vue, les fameuses portes rouges. Ah oui, alors j'ai pas le nom non plus, mais j'ai l'image. Ouais, ça craint de ne pas se souvenir de ça. Mais oui, ça, c'était absolument sublime. On a eu une petite journée off parce qu'on s'est pris que de la pluie. Ça fait partie du jeu. On a donc goûté plein de cafés dans la ville. On a fait les marchés couverts. Il y a des marchés couverts qui sont très sympas où on a goûté plein de choses. C'est aussi quand même ce qui est marrant au Japon, c'est de pouvoir goûter tout ce qui cuisine et qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on pourrait goûter en France. C'est assez marrant, mais il y a des boutiques où je me suis arrêtée pour acheter des choses parce que c'était joli. Parce que c'est vrai que c'est très joli ce qu'ils cuisinent. C'est très minutieux, très petit. Mais alors, par contre, je savais même pas si ce que j'ai acheté, c'était sucré ou salé. Vraiment aucune idée de... Et t'as eu des surprises? J'ai pas eu de mauvaises surprises. Il y avait rien avec un goût particulièrement fou. J'ai pas goûté du serpent ou des choses qu'on pourrait trouver un petit peu bizarres. J'ai goûté des choses qui n'avaient pas grand intérêt. Parfois, ils font de la pâte de riz gluant à rien, par exemple. Donc ça, c'est pas dingue. Après, il y avait des petites choses qui étaient très bonnes. Ils font des mochis au chocolat et aux fraises. Ça, c'est déjà beaucoup plus sympa. Et est-ce que du coup ceux qu'on peut manger en France, c'est proche de ce qu'ils font là-bas ou c'est complètement différent? Je trouve pas que ce soit très proche parce qu'en France, c'est très très souvent des mochis glacés. On les mange surgelés, alors que là-bas, c'est frais tout ce qu'ils font. Donc, ça n'a pas trop le même goût. Après, je pensais que qu'il y en aurait beaucoup plus au Japon. Il n'y en a pas tant que ça. C'est surtout à Taïwan, en fait, qu'on en avait mangé énormément. Mais on peut quand même en trouver et c'est très bon et ce sera meilleur que ceux qu'on trouve en France. Ça, c'est vrai. Donc voilà, on a goûté un peu les fluffy pancakes parce qu'ils font ça. C'est très très gros pancakes, ça c'était très bon aussi. Ils cuisinent énormément de choses au matcha. C'est vraiment la spécialité là-bas. On peut tout acheter au matcha. Donc voilà, on en a profité pour goûter plein de choses. C'est quand même ce qui est sympa dans ce pays, c'est que au niveau gastronomie, il y a énormément de choses à goûter. On peut découvrir des choses absolument tous les jours. Tu sais pas forcément ce que tu goûtes, mais au moins tu pars dans leur univers. Oui, c'est ça. Et puis au final, il n'y a pas de choses que j'ai trouvées trop extrêmes. Par exemple, en Chine et à Taïwan, je trouvais qu'il y avait des choses beaucoup plus dures dans la mesure où ils cuisinent des insectes, ils font des choses avec du poisson pourri, enfin pourri, comment ils appellent ça? Fermenté. Oui, c'est ça. Ce genre de choses qui sont vraiment pas bon. Au Japon, il n'y a pas ce genre de choses. Pour nos petits palais d'Européens, ça, Ça ça passe reste, mieux. voilà, ça passe beaucoup mieux. Et le Japon, c'est le pays du thé. Est-ce que, enfin, et la Chine aussi, enfin, il y en a plein, mais le Japon Ouais. particulièrement, je trouve. Moi qui aime beaucoup le thé, je rêve de faire une cérémonie du thé traditionnelle. Est-ce que vous avez fait ça? Oui, oui, oui. L'agence nous avait prévu une cérémonie du thé à Kyoto, justement. Donc, c'était très beau. C'était dans une petite maison traditionnelle en bois où ils ont justement tous les pans de mur en, vous savez, comment ça s'appelle, cette espèce de papier blanc. C'était vraiment très joli. Donc, c'était une dame qui était en tenue traditionnelle, qui nous a montré tout le déroulement, ce qu'on devait dire, tout ça. Elle nous a fait donc, forcément, c'était au matcha. Et c'était très intéressant, très bon d'ailleurs, parce que j'aime pas du tout le matcha et là-bas, je l'ai trouvé très bon. Donc, on sent que c'est pas le même thé et qu'ils le préparent différemment. Par contre, ça, vraiment, on l'a fait avec Charlie et c'était l'horreur.
C'était Vraiment. ma question qui suivait. Comment ça s'est passé avec Charlie? Parce que c'est long quand même. Ouais, c'est ça, ça a duré 1 heure. On avait amené un petit peu des jeux, des petites figurines, des petits puzzles. Il nous avait mis un carnage. Franchement, à la fin, on s'est dit non, mais là, faut en rigoler Oui. parce que c'est pas possible. Il a jeté les jouets dans le thé qu'elle venait de préparer. Non, Mais vraiment, non. c'était drôle. Heureusement, elle était gentille. Très, non, mais c'est pas grave. Heureusement que là-bas, quand même, il avait la cote parce que c'est un petit garçon qui est tout blond à bouclettes. Donc, pour les Japonais, c'est ce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Donc, il se faisait un petit peu tout pardonner. Mais non, c'était pas évident. S'il y a des gens qui ont envie de le faire, qui sont en couple avec des enfants, franchement, si vous pouvez faire garder les enfants ou le faire chacun votre tour, je vous le recommande parce que Ouais, c'est c'est compliqué long pour pour les eux. petits. Ouais, 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 ouais. c'est ça. Oui, il se passe pas grand-chose. Il faut être concentré, Ah, c'est écouter. ça. Donc pour C'est eux, très c'est. silencieux. Mais oui. À 1 an et demi, 2 ans, c'est pas du tout jouable. Non, c'est clair. Mais bon, vous avez réussi à le faire quand même et vous avez pu apprécier un thé fait traditionnellement et constater que ça n'a rien à voir. Oui, c'est ça. Après, on était content de le faire quand même. Pareil, Tony est un grand amateur de thé, donc il était content d'essayer ça. Mais c'est vrai que sur la deuxième activité qu'on devait faire avec lui, c'était l'origami, qui est très très sympa aussi. Là, pour le coup, Tony est allé le balader. On a fait l'origami, on a fait l'ikebana, les Ah deux. oui. Très très sympa les deux. Et les 2 fois, Tony l'a baladé pendant la moitié, moi je l'ai baladé pendant l'autre moitié. On s'est relayé parce que c'était pas jouable avec lui. Eh ben, faut trouver des astuces. Ouais, exactement. Donc, pour les couples, voilà, du soutien et du relais, hein, c'est ce que je peux vous conseiller. Ça, vous l'avez fait aussi à Kyoto, l'ikebana et l'origami? Oui, c'était au même endroit, sauf qu'on avait une activité par jour, parce qu'on voulait pas trop enchaîner justement avec Charlie. L'endroit était vraiment très, très sympa pour ça. On a adoré les gens qui nous ont reçus, donc on ne peut que recommander. Alors, l'origami, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est. L'ikebana, pas forcément. Est-ce que tu peux nous Oui, c'est rappeler? vrai. L'ikebana, c'est l'art floral japonais. Donc, c'est l'art de faire des compositions florales. Et en fait, on se rend compte que c'est quelque chose qui déjà ne ressemble pas du tout à ce qu'on a en France. Ils offrent pas du tout des bouquets de fleurs comme on fait nous. C'est des compositions avec différentes tiges. Alors, on a une tige de bois séché, par exemple. On a une tige avec une fleur. On a une autre tige avec des feuilles et il y a un angle précis pour chaque. Enfin, c'est quelque chose de très calculé. Et pareil, c'était très intéressant de voir le sens qu'ils mettent derrière, comment ils font ça, ce que ça veut dire, les significations qu'ils y mettent. Et pour le coup, je suis pas passionnée par les fleurs, même si j'aime bien recevoir un bouquet comme tout le monde. Et malgré ça, j'ai vraiment trouvé ça très, très intéressant. Je le recommande. Ça fait partie de leur culture, donc C'est exactement ça. Disons que quitte à aller au Japon, alors c'est sûr qu'il y a plein de choses qui sont drôles, d'aller découvrir leur quartier coloré, toutes leurs boutiques avec toutes leurs figurines partout, ce genre de choses. Mais après, c'est vrai que la cérémonie du thé, le combat de sumo, l'origami, l'ikebana, c'est vraiment des choses qui font la culture japonaise. Et je conseille vraiment de les essayer parce que on comprend beaucoup mieux comment ils vivent et comment ils sont, en fait, grâce à ça. ah oui, complètement. Tout est minutieux. Tout ce qu'ils font est minutieux. Et c'est vrai que on comprend que quand on fait tout avec tant de précision, ben on comprend aussi que derrière, ils soient aussi respectueux, aussi propres. C'est vraiment leur culture qui est comme ça. Kyoto, on a fait le tour. Est-ce que on a oublié quelque chose ou on passe Non. Ah à la bah après, suite? pour le détail, il faudra aller voir sur le blog. Mais oui, absolument. Alors donc après, on passe à quel endroit? On est parti à Asuka, qui est une petite ville de campagne où il y a beaucoup moins de monde et je le conseille vraiment à ceux qui vont au Japon. C'est très bien de faire Kyoto et Tokyo, les grandes villes, il y a beaucoup de choses à voir, mais il y a beaucoup de monde. Et au bout d'un moment, on a envie de voir un peu moins de monde. Donc voilà, un peu de nature, c'était la campagne. L'agence nous avait prévu une nuit dans une chambre d'hôte. Donc dans une famille japonaise, c'était vraiment, vraiment très, très sympa de voir leur maison, leur jardin. La maison était sublime. Ils étaient très gentils. On a fait notre meilleur repas de tout le Japon chez eux. Donc vraiment, vraiment délicieux. Ils étaient comme des fous d'avoir Charlie à la maison avec ses petites bouclettes. C'était rigolo. Et on a fait un petit tour à vélo dans la campagne. Ils ont des rizières. Ça, c'était vraiment, vraiment très joli. Je le recommande. Et le lendemain, on a fait la fameuse ville de Nara, où il y Ah, a
les daims. Nara, mais pour ceux qui aiment les animaux, c'est un rêve en fait, parce que ils sont en liberté. Alors certes, ils sont nourris, mais il faut savoir que c'est pas quelque chose de récent, parce que du coup, je suis allée me renseigner. Ils sont nourris depuis 400-500 ans. Ils font vraiment partie de la ville et il y en a absolument partout. C'est vrai que quand on sort de la gare et qu'on se dirige vers les temples, il y a vraiment tous ceux qui viennent manger parce que ils vendent les gâteaux qu'on leur donne là-bas. Il faut pas leur donner n'importe quoi. C'est des petits biscuits à la farine de riz sans sucre, enfin quelque chose adapté à eux, on va dire. Même si je pense pas que les daims soient faits pour manger des biscuits, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, en tout Pas non cas, plus c'est manger pas des quelque granolas. chose. Voilà, c'est ça. On leur donne pas non plus n'importe quoi. C'est ça. Et alors ça, à faire avec des enfants, mais incroyable. Mais Charlie, il était fou. Mais toute la journée, il était fou. En plus, vraiment, ils sont très, très, très gentils. Et dès qu'on s'éloigne un petit peu, on va dire qu'on marche un quart d'heure, 20 minutes, on se retrouve vraiment dans des endroits de la ville où on est seul avec 20, 30, 40 daims autour. C'est incroyable. Vraiment, mais moi, ça, j'ai trouvé ça magique. Et en plus, dans un décor où il y a beaucoup de temples, ils ont énormément de lanternes en pierre. Enfin, c'est vraiment le décor japonais comme on l'imagine, avec des daims au milieu et personne. Moi, Le ça a été mon kiff. coup de cœur du Japon. Et vous avez pu les toucher, les approcher vraiment Alors, près? moi, je suis pas trop pour les toucher. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Je pense que ça doit être quand même déconseillé. Ça reste des animaux sauvages. Oui, on les a approchés. Bah, on avait acheté le petit paquet de biscuits pour que Charlie leur donne des Bah biscuits. oui. Et donc, on les a approchés. Enfin, ils nous ont approchés, on va dire. Après, on les a pas touchés, mais c'est vrai on peut les voir de très, très près si c'est la question. Mm, mm. Ça se voit qu'ils vivent dans la ville, effectivement, depuis des centaines d'années. Il n'y a aucune crainte envers les humains. Ah ouais, c'est fou. Ouais, ils font partie du décor. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à Nara que vous ayez visitées? Ah oui, bah du coup, on a visité le temple de Nara, qui est, il me semble, le plus grand temple en bois du Japon. La structure est absolument incroyable. Il y a un Bouddha en bronze à l'intérieur qui est gigantesque. J'ai pas les dimensions en tête, mais c'est absolument grandiose. C'est à faire. Et il y a vraiment donc tout ce fameux parcours avec les lanternes en pierre. En fait, il y a vraiment une très très grande balade à faire. Je pense qu'il faut y passer la journée entière, c'est très bien. Parce que si on vient à Nara, qu'on sort de la gare, qu'on fait 10 minutes pour être avec les daims et qu'on repart, on a vraiment que le côté folklore avec les daims et pas du tout le côté culturel. Et c'est dommage parce que vraiment, c'est très, très beau. Et là, vous y avez passé la journée et vous avez eu un hébergement également là-bas ou vous êtes Non, vraiment... on a passé la journée et le soir, on est rentré à Kyoto. C'est vraiment pas loin, il me semble que c'est 1 heure. Donc, c'est tout à fait faisable. Et pareil, en fait, on avait laissé nos bagages à Kyoto pour aller passer la nuit à Asuka. Et donc, on avait juste un sac à dos et la poussette. Donc, très pratique. Ah bah oui, tu m'étonnes. Il a fait quelle température à part cette journée pluvieuse? Il faisait un peu plus frais qu'en France. Et il devait faire dans les 18 degrés, je dirais. Voilà, on a une petite veste. Quand il y a du soleil, on peut l'enlever, mais on n'est pas en short, on va pas bronzer. Donc après Nara, vous retournez à Kyoto et c'est la dernière étape. Tu nous as dit déjà le cours d'origami et l'ikebana. Est-ce que vous avez fait d'autres choses avant de partir? Non. Après, avant de partir, juste le dernier jour, on a fait ce qu'on fait absolument dans tous nos voyages. On achète de la nourriture qu'on veut ramener, on achète les souvenirs qu'on veut ramener. On ne fait absolument rien d'important. On se balade juste un petit peu dans la ville. Et c'était très sympa de faire ça aussi de façon beaucoup plus détente. Ah si, le dernier jour, on s'est testé les fameux restos de sushi où les sushis ils défilent, vous savez, comment ça s'appelle, sur les tapis roulants. Je voulais absolument tester ça. On a attendu le dernier jour parce que effectivement Tony ne mange pas de poisson, donc, donc il est clairement venu que pour me faire plaisir. Mais je voulais quand même tester et c'était très marrant à essayer. C'est très différent culturellement de ce qu'on peut trouver en France et donc c'est un peu perturbant au début. Veuillez traduire par là que j'ai dû demander de l'aide en arrivant dans le restaurant parce que je ne comprenais rien à ce qu'il fallait faire. D'accord. Mais une fois qu'on a compris, c'est sympa. C'est pas juste tu prends ton assiette sur le tapis roulant. Ah non, en fait, vraiment, on arrive. Alors, les Japonais sont très branchés technologie. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet. C'est qu'il y en a beaucoup qui parlent pas du tout anglais.
mais qui par contre nous parlent en japonais et font traduire en anglais à leur portable. Ah bah oui. Ils ont vraiment le réflexe. Donc ça, c'est pratique. Et donc on arrive, en fait, on doit taper le nombre de personnes qu'on est sur un écran qui nous dit à quelle table on va s'asseoir. Alors c'est vrai que nous, on était comme des nouilles à attendre que quelqu'un vienne Nous placer. nous dire où on s'assoit, Ouais. ce genre de choses. Et après, en fait, on commande tous les sushis sur un tableau. En fait, il y a les sushis qui défilent que tout le monde peut prendre. Et il y a les commandes spéciales qu'on peut faire qui arrivent sur un tapis au-dessus. Et eux, ils comptent ce qu'on a mangé par rapport aux assiettes qu'on leur rend. Il y a une petite case où on met les assiettes. Et donc, c'est vrai que, en fait, c'est pas compliqué. Mais tant que personne ne l'a expliqué, c'est un peu. Bah tu sais pas. Voilà, c'est ça, on sait pas. Puis on se sent un peu bête. Mais voilà, il suffit de le faire une fois et on se sent moins bête. Donc voilà, on avait juste à comprendre ça. Mais c'est vrai que c'est un service absolument sans serveur. Donc on a un tableau qui nous dit où on va s'asseoir, on mange, on met toutes les assiettes, on retire un ticket et on va payer à une caisse automatique tout seul. Ah ouais. C'est particulier quand même, qu'il n'y ait Oui, c'est ça. aucune personne pour Pas de encadrer ça. personne physique. Et donc il y a un bouton pour appeler pour avoir de l'aide. Et moi, j'ai dû appuyer sur ce fameux bouton de la honte. Parce que venez m'aider, je ne comprends rien. Oui, bah tous les touristes doivent le faire, j'imagine. Oui, on est obligé de tous le faire une fois. C'est ça. Une fois qu'on l'a fait une fois, on comprend. Mais la première fois, c'est un peu compliqué. Et est-ce que c'était bon? Oui, c'était sympa. Après, ce genre d'endroit, c'est un peu des fast-food de sushi, donc c'est vraiment pas du tout les meilleurs. Mhm. Mais même les fast-food de sushi sont quand même bons, on va dire. Ça reste meilleur que si on achète des sushis en supermarché en France. Oui, c'est pas dur. Ça, on est d'accord que c'est pas terrible. C'est clair. Donc voilà, après, si on va dans un très bon resto à sushi en France, c'est quand même meilleur que les fast-food au Japon. D'accord. Et est-ce que vous avez fait un bon resto où il y avait notamment des sushis pour toi? Et non, à mon grand regret. À mon grand regret, voilà. Vous avez fait d'autres choses? Mais je me dis que je devrais y retourner pour ça. Bah oui, bah voilà, tout simplement. C'est pas facile quand on voyage avec quelqu'un qui, pour le coup, ne mange absolument pas de poisson Ouais, parce que c'est ouais. un peu, c'était un peu le repas égoïste, quoi. Bah ouais, oui, bien sûr. Non, mais j'aurai le même problème le jour où j'irai. Voilà. C'est ça. Ce sera moi la relou. On a fait le tour? Ouais, je pense, hein. Côté budget, on s'attend à quoi? Alors nous, pour le voyage qu'on a fait, il faut compter 4 000 € par personne, par adulte, vol compris, sachant que on avait plein d'activités de prévues, on était dans des beaux hôtels, voilà, sachant que c'est un beau voyage qui est pas du tout en mode route pour le coup, quoi. Voilà. Et Charlie ne compte pas dans le prix. Eh ben oui, il est petit. Voilà, il est petit et avant 2 ans, on paye pas et ça, c'est Eh très pratique. ouais, et ça c'est cool. On va passer en mode guide pratique, donc c'est vraiment des questions courtes où t'as pas besoin d'anecdotes ni de trop réfléchir. D'accord. Combien d'heures d'avion pour le Japon? 12 heures à l'aller, 14 heures au retour. C'était assez long. Il faut savoir qu'en temps normal, c'est moins long, mais en ce moment, on fait un détour parce qu'on passe pas au-dessus de la Russie. Eh ouais, évidemment. Donc, c'est un peu plus long. Quel décalage horaire? Il me semble que c'est 7 heures. Est-ce qu'il y a des formalités particulières pour y aller? Il y a un formulaire à remplir avant d'y aller pour passer la douane plus facilement. On a un QR code et ça passe vite. Des vaccins, des trucs à prévoir côté santé? Non, nous, on n'a rien fait. Je crois quand même qu'ils demandent le vaccin pour le Covid. J'y ai pas pensé parce que je l'ai fait, mais il me semble que c'est demandé quand même. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier quand tu pars au Japon? Son portable pour avoir Google Traduction. C'est ça. J'étais sûre. C'est ça. Après, non, moi, ce que je dis toujours, quand on part en voyage, il suffit d'avoir sa carte bleue et son portable et tout passe, hein, son passeport. Et après, tout est faisable. On y va avec des grands yeux prêts à découvrir et c'est bon, hein. Oui, il faut quand même le passeport, j'imagine 6 mois, valide 6 mois après la date de retour. Oui, c'est ça, oui, oui. S'il ne fallait retenir qu'un seul moment de tout ce voyage, ce serait quoi? Je crois que pour nous, c'est vraiment la journée à Nara. C'était absolument magique à faire avec Charlie. En famille, c'était fou. Le reste, il y a plein de choses qui étaient très belles pour nous en tant qu'adultes, mais là, ça, c'était magique. Du coup, ça recoupe avec l'activité qu'il faut absolument pas louper avec les enfants. C'est la même chose. Allez voir les daims à Nara, oui. Côté sécurité, il n'y a pas de sujet. Ah, mais c'est un non-sujet. Moi, clairement, c'est le pays le plus sûr que j'ai visité au monde. C'est un truc qu'on n'imagine même pas en tant que Français, tellement ça n'a rien à voir avec la France.
Et pourtant, je vis à la campagne, je vis pas dans une grande ville. Votre hébergement préféré? Je dirais l'hôtel à Hakone avec le onsen sur la terrasse, ça c'était sublime. Et j'ai quand même beaucoup aimé la nuit chez l'habitant à Asuka. C'était vraiment, vraiment très sympa. Un restaurant dans lequel vous vous êtes régalé? Bah, là où on a le mieux mangé, c'était à la maison d'hôte. Sinon, le dernier jour à Kyoto, on a mangé dans un resto qui était vraiment très très bon. Par contre, j'ai plus du tout le nom en tête, donc il faudra aller voir sur le Eh blog. ben écoute, on fera ça. Allez, on quitte le Japon pour mes toutes dernières questions. Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages, pas forcément celui-là, et dont tu te serais bien passé. Alors, il faut savoir qu'on a quand même tendance à être plutôt chanceux, je trouve, ou bien en tout cas, on voit les choses toujours de façon positive, c'est-à-dire qu'à moins qu'on se termine vraiment à l'hôpital, on a tendance à rire de tout. Mais c'est vrai que sur le voyage qu'on a fait aux États-Unis en début d'année, on a fait les grands parcs du côté Californie, Arizona, Nevada, tout ça. On était en camping-car et on s'est pris une tempête de neige Oh, de nuit alors qu'on avait décidé d'avancer un petit peu. Il était 20 heures, hein, vraiment pas. Ça semblait pas fou sur le papier, hein. On s'est pris une tempête de neige. Il faut savoir qu'en fait, il ne neigeait même pas parce qu'on vérifiait les conditions météo. Mais en fait, il y avait énormément de vent qui faisait voler la neige qui fait qu'on ne voyait plus rien. Et on s'est retrouvé bloqué en haut d'un col, mais vraiment bloqué, 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 à se dire, là, ça y est, c'est fini pour nous. On passe la nuit ici, en plein milieu de la route. Et encore, heureusement, on était dans un van avec le chauffage. Donc, ça reste jouable de dormir là. Et en fait, il y a un local qui est passé avec son pick-up et qui nous a ouvert la route et qui nous a fait des appels de phare pour qu'on le ah, suive. trop bien. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'il nous avait été envoyé du ciel, celui-là. Et voilà, ça s'est très bien fini. On a fini par arriver dans une ville et dormir sur un parking sûr. Il faisait -14. On était dans notre van avec le chauffage. On n'avait pas froid parce que pour le coup, le van était vraiment génial. Et au final, ça s'est très bien terminé. Mais franchement, en haut du col, en plein milieu de la route, avec de la neige partout, sans savoir si on avait des pneus neige, c'est un peu la question aussi, hein. Et avec un bébé, et ben sur le coup, on n'a pas fait les malins. Et il s'est passé combien de temps avant que le chauffeur, enfin le chauffeur, l'autre personne arrive? Mais franchement, c'était trop drôle parce qu'on a vu personne pendant 1 heure. Et lui, il est arrivé 15 secondes après qu'on se soit planté. Ah ouais, ouais, vous avez de la En fait, chance. on voyait tellement plus rien sur la route qu'on a fini du mauvais côté contre une barrière parce que c'était le seul endroit où il n'y avait pas de neige. Et à ce moment-là, j'ai dit à Tony, non mais stop en fait, stop. On ne sait même pas si on a des pneus neige. Là, on s'arrête là. On attend une déneigeuse et puis c'est tout. Franchement, je me disais, là, on arrête, on va pas plus loin. Et en fait, le mec est arrivé 10 secondes plus tard. C'est pour ça que je me suis dit, mais il nous a été envoyé du ciel, c'est pas possible. C'est une route où il n'y a personne. On a croisé personne. Et lui, il est arrivé. Et il est passé vite. Et en fait, il s'est arrêté 50 mètres après. Je pense qu'il a compris qu'on était planté. Et il nous a fait Il a mis ses warnings jusqu'à Quelle ce qu'on redémarre et chance. qu'on le suive. Et il a roulé à 2 à l'heure pour nous sortir de là pendant genre 20 minutes. Ça s'est très bien fini, hein, heureusement. Mais franchement, sur le coup, c'était un vrai coup de stress. Après ça, on a arrêté de rouler de Oui. nuit. Votre prochaine destination en famille? Là, on va voyager pas mal en France en septembre. Et sinon, pour la destination à l'étranger, on va. C'est un spoiler là, hein. Spoiler Oh alerte, hein. yes! On va faire l'Écosse début Ah, octobre. trop bien. Et pareil, on le fait en van. Ah oui, bah oui. Ça va être génial. En fait, pour ceux qui hésitent à partir en van, quand même, il faut savoir que maintenant, il y en a des très, très bien faits. Tout confort, chauffage, électricité, tout ça, c'est... Avec un enfant, c'est vraiment génial parce qu'on a toujours tout avec nous, on refait jamais les Ah oui, bagages, oui. c'est très, très pratique. Mais effectivement, il y a van et van. Ils sont pas tous équipés de la même façon. Ah oui, tout à fait. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? Je sais pas, tout ce que vous avez où on peut voir des aurores boréales. Ah, bah j'ai la Laponie. Ah ouais, ça peut être sympa. Je sais pas quel... Enfin, il y a d'autres pays où on peut voir des aurores boréales, mais j'ai vraiment la Laponie, moi, en tête. Bah peut-être l'Islande alors. Je crois que je l'ai déjà aussi, l'Islande. Bon, bah t'iras écouter. J'irai écouter. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? Sur Instagram, sur mon compte On met les voiles et sinon directement sur le blog onmetlesvoiles.com, Tout simplement, je mettrai tout ça tout simplement. dans les notes de l'épisode, évidemment. Merci beaucoup, 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 Adeline, pour ce fabuleux carnet de voyage au Japon. Eh ben, merci à toi pour cette invitation. Je suis très heureuse d'avoir partagé ça du coup avec tes auditeurs. Je pense que tout le monde va apprécier
et on attend leur retour sur le sujet. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, partagez-le, écrivez un petit commentaire et laissez 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog familleetvoyage.com. Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage? Ou vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière? Retrouvez-moi sur Instagram à familleetvoyage_blog. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.